Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3 du cours de Java qui s'intitule Les bibliothèques des classes en Java. Nous allons adopter le plan suivant. Dans la section 1, nous allons parler des chaînes de caractères. Dans la section 2, les classes enveloppes, puis le transtypage. Ensuite, les règles de portée, la classe système et finalement la classe exception. Nous allons commencer par la première section qui parle des chaînes de caractères en Java. Nous allons traiter les chaînes de caractères avec les deux classes suivantes. La classe string qui permet de traiter les chaînes comme des constantes et la classe string buffer qui traite les chaînes comme étant des variables. Nous allons commencer par la classe string. En Java, les chaînes sont gérées par la classe spécifique appelée string. Même les littéraux qui sont de type chaîne sont gérés de façon interne comme des objets de la classe string. Alors, les chaînes de caractères sont inaltérables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Une fois créé un objet string, on ne peut pas changer sa valeur. Ça, c'est pour la classe string. Les opérations qui permettent de changer les caractères ou bien la taille d'une chaîne renvoie un nouvel objet de type string. C'est-à-dire on ne peut pas changer la chaîne string initiale, mais on doit créer une nouvelle chaîne. On peut garder le même nom ou bien le changer pour faire les différentes modifications sur la chaîne. J'ai une classe qui s'appelle var inaltérable. Dans la méthode main, je vais créer une chaîne 1, la chaîne 1 de type string. Je vais lui allouer la mémoire et puis je vais l'initialiser avec la chaîne salam. Ensuite, je vais afficher son contenu, la chaîne 1 plus chaîne 1. Et là, ça va donner salam, c'est la chaîne initiale. Ensuite, je vais créer une deuxième chaîne, chaîne 2 de type string, à laquelle je vais affecter chaîne 1.replace a,e. En fait, cette instruction replace permet de remplacer les lettres A par la lettre E. Et je vais affecter le résultat des changements je vais les affecter dans la chaîne 2. Ensuite, je vais afficher le contenu de la chaîne 1 et la chaîne 2. Alors ici, dans le résultat, vous allez voir que lorsque j'affiche la chaîne 1, je vais avoir la même chaîne initiale, salam. Et lorsque j'affiche la chaîne 2, dans laquelle j'ai fait l'affectation des résultats ou bien des changements, je vais avoir salam avec les E. D'accord, donc comme vous l'avez remarqué, lorsque j'utilise une chaîne de caractères de type string, je ne peux pas affecter ou bien appliquer la modification directement sur la variable. Mais je dois affecter le résultat à une nouvelle chaîne. D'accord? Voilà notre exemple. J'ai la classe test avec la méthode main. Donc j'ai la chaîne 1 string dans laquelle j'ai mis la chaîne salam. Ensuite, je vais afficher le contenu de la chaîne. Donc ça va donner salam. Ensuite, je vais écraser le contenu de la chaîne 1. Je vais mettre chaîne 1 égale chaîne 1 plus à tous. En fait là, je vais ajouter à tous à la chaîne 1 et je vais écraser l'ancien contenu de la chaîne 1 et le remplacer par le nouveau. D'accord? Lorsque je fais l'affichage de la chaîne 1, je vais avoir salam à tous. Donc là, avec la chaîne, avec le type de variable string, je ne peux pas affecter ou bien faire la modification directement sur la chaîne 1. Mais je dois affecter le résultat à une variable, que ce soit la même ou bien une nouvelle variable. Nous allons voir maintenant quelques méthodes de comparaison. Alors, on ne peut pas utiliser les opérateurs relationnels inférieur, supérieur, double égal ou bien différent. Donc, pour comparer les chaînes de caractères, on va utiliser des méthodes spécifiques. Alors, voilà la méthode compareTo. C'est une méthode qui a été surchargée. Donc, elle peut avoir plusieurs types de paramètres d'entrée.
Donc, int compare to objects, ou donc elle permet de comparer une chaîne de caractères avec un objet. Et elle va renvoyer un entier. Ici, j'ai un entier. Cet entier-là peut être inférieur à 0, égal à 0, bien supérieur à 0. D'accord. Alors, la même méthode compare to a été surchargée. Là, elle a en paramètre d'entrée une chaîne de caractères. Donc là, je vais comparer une chaîne de caractères avec une autre. Et bien sûr, la comparaison va être lexicographique, c'est-à-dire par ordre alphabétique des noms. Ensuite, il y a compare to ignore case. Donc celle-là, elle permet de comparer deux chaînes de caractères en ignorant la casse. C'est-à-dire, je ne vais pas faire attention à ce que les lettres sont écrites en majuscule ou bien en minuscule. Ensuite, il y a equals. C'est une autre méthode qui permet de comparer des chaînes de caractères. Et là, elle va retourner un booléen. C'est-à-dire, si les chaînes sont égaux, elle va retourner true. Sinon, elle retourne false. Voilà, de la même manière, il y a equals ignore case, c'est-à-dire elle va comparer deux chaînes et en ignorant la casse. Et comme d'habitude, elle va retourner un booléen. Voilà un exemple, ou bien plusieurs exemples. J'ai une chaîne string, une variable 1 de type string, dans laquelle je vais mettre la chaîne exemple en minuscule. Une deuxième chaîne 2 qui contient la même chaîne exemple. Et puis une troisième chaîne 3 qui contient exemple en majuscule. Là, par la suite, je vais réaliser un ensemble de comparaisons. Alors, if 1 égale à 2. Donc là, je vais comparer l'identité ou bien l'adresse mémoire de 1 et de 2. Donc pour le 1, je lui alloue un espace mémoire qui est différent de la chaîne 2 parce que j'ai utilisé l'opérateur new. C'est-à-dire que le compilateur va chercher un nouvel espace vide pour l'allouer à la chaîne 2. Donc là, lorsque j'utilise égal ou bien supérieur ou bien inférieur, là où je vais comparer l'identité, c'est-à-dire l'adresse mémoire des deux variables. Alors le résultat, ça va donner faux, faux ou bien false, ce qui veut dire que les deux chaînes ont des espaces mémoire différents. Ensuite, je vais mettre un point equals 2. En fait, là, je compare les deux chaînes 1 et 2. Donc là, ils ont la même valeur. Donc la valeur de retour va être égale à vrai. Ensuite, il y a if 1 equals ignore case 3. Donc je vais comparer la chaîne 1, exemple en minuscule, avec la chaîne 3, exemple en majuscule. Et cette fois en ignorant la casse. C'est-à-dire je vais ignorer si les lettres sont écrites en majuscule ou bien en minuscule. Donc le résultat de la comparaison va être vrai. Les deux chaînes sont équivalentes. Ensuite, il y a if 1 compare to 3 supérieur à 0. Donc je vais comparer la chaîne 1 avec 3 si la chaîne 1 est supérieure à la chaîne 3. C'est vrai, puisque je vais comparer la première lettre de la chaîne 1 avec la première lettre de la chaîne 3. Donc le code ASCII de E est supérieur au code ASCII de E en majuscule. Donc la valeur de retour va être égale à vrai. Et finalement, if 1 compare to 2 égale à 0, je vais comparer la chaîne 1, exemple, avec la chaîne 2, exemple, en minuscule. Je vais voir s'ils sont égaux. Donc là, ça va donner vrai parce que les deux chaînes ont la même valeur. Donc là, au début, j'ai comparé l'identité, l'adresse mémoire, et là, j'ai comparé les valeurs des deux chaînes de caractères. Il y a encore d'autres méthodes de comparaison. Il y a region matches. Cette méthode a été surchargée, donc elle peut avoir différents arguments, paramètres d'entrée. Alors cette méthode region matches permet de tester l'égalité de deux parties de chaîne. C'est-à-dire je vais prendre une partie de la chaîne 1 et la comparer avec une partie de la chaîne 2. Et cette méthode va retourner un booléen. Donc s'ils sont égaux, ça va être true. Dans le cas contraire, c'est false. Alors cette méthode, donc la première version, elle demande 5 paramètres en entrée. Il y a un booléen
qui va recevoir true ou false, c'est-à-dire est-ce que je veux ignorer la case. Si je veux ignorer la case, je vais mettre true. Si je veux prendre en considération la case, je vais mettre false. Ensuite, il y a l'offset, to offset. C'est le début de l'offset de la première chaîne, c'est-à-dire à partir de quel offset ou bien de quel indice de la première chaîne je souhaite faire la comparaison. Ensuite, le troisième paramètre, c'est la chaîne avec laquelle je souhaite faire la comparaison, la deuxième chaîne. Et puis, int o offset, ça veut dire c'est le début de l'offset de la deuxième chaîne, c'est-à-dire à partir de quelle position, bien de quel indice je souhaite faire la comparaison dans la deuxième chaîne. Et puis int len, c'est la longueur, c'est le nombre de caractères à comparer. D'accord? Et puis il y a une deuxième version de la méthode region matches. Elle est similaire à la première, la seule différence c'est le premier argument. Ça veut dire je vais prendre en considération la case. C'est-à-dire je vais enlever booléen, ignore case de la deuxième méthode, ce qui veut dire que je ne vais pas ignorer la case, c'est-à-dire je vais la prendre en considération. Voilà un exemple de l'utilisation de la méthode region matches. J'ai deux chaînes str1 et str2. Dans la chaîne str1, j'ai la phrase salam à tous et dans la deuxième, j'ai bonjour à tous. J'ai ici fait quelques modifications au niveau de la case, ça c'était minuscule et là en majuscule. Ensuite, nous allons tester l'égalité des caractères de l'indice 8 de la chaîne str1 avec les caractères de l'indice 10 de la chaîne str2 sans prendre la case en considération. C'est-à-dire le premier paramètre de ignore case, je vais mettre true, c'est-à-dire je vais ignorer la case. Voilà la structure, bien l'instruction que je vais utiliser. Booléen test, c'est-à-dire je vais affecter le résultat à un booléen du moment que la méthode retourne un booléen. Ensuite, str1.regionMatches, la true, c'est-à-dire je vais ignorer la case. Et puis le deuxième paramètre, c'est l'offset, c'est-à-dire à partir de quel offset je vais commencer la comparaison. Donc 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le 8, c'est le T. D'accord? Et puis la deuxième chaîne avec laquelle je souhaite faire la comparaison, c'est la chaîne str2. Et puis à partir de quel offset? C'est 10. Donc 10, c'est le T. Voilà, donc vous pouvez faire 0, 1, 2 jusqu'à 10, c'est le T. Et puis virgule 4, c'est-à-dire je vais comparer 4 caractères seulement. C'est-à-dire tous avec tous. Alors si j'affiche le résultat de la comparaison, ça va donner true. Parce que si j'ignore la case, les deux chaînes, les deux sous-chaînes, tous et tous, vont être égaux. Maintenant, je vais essayer de considérer la case. Donc je vais utiliser la deuxième méthode, bien la deuxième écriture de la méthode region matches. Donc je vais faire test égale str1.regionMatches. Là, je vais ignorer, c'est-à-dire je vais enlever le premier paramètre, c'est-à-dire je vais prendre en considération la case et je vais garder la même syntaxe pour ce qui reste. Et là, lorsque j'affiche la valeur de test, ça va donner false. Parce que si je prends en considération la case, tous en minuscule est différente de tous avec un T majuscule. Ensuite, il y a un exercice dans lequel je vous demande d'écrire un programme qui permet de trier un tableau de string. Ce tableau, bien sûr, va contenir des prénoms de personnes. Ensuite, je vous demande d'afficher les éléments du tableau avec les longueurs correspondantes. Voilà le résultat souhaité. Je vais écrire des prénoms, par exemple Brahim, qui contient 6 lettres, Imen, 5 lettres, Karim, 5, etc. Donc, les différents prénoms sont triés par ordre croissant, ou bien par ordre alphabétique croissant. Le B, il est plus petit que le I inférieur à K, K inférieur à MA inférieur à MO, et finalement, il y a le S.
Pour répondre à l'exercice, je peux utiliser l'un des algorithmes de tri. J'ai choisi dans cet exemple l'algorithme du tri par sélection ou bien le tri par sélection du minimum. Alors j'ai appelé ma classe tri sélection dans la méthode main. Je vais déclarer un tableau prénom, c'est un tableau de chaîne de caractères. Et je vais initialiser ou bien l'initialiser avec les prénoms suivants. Mariam, Mohamed, Karim, Samira, Iman, Ibrahim. Ensuite, je vais utiliser une variable temporaire, var, de type chaîne de caractères, que je vais utiliser par la suite pour faire la permutation. Bien sûr, comme vous le savez, pour utiliser le tri par sélection, je vais utiliser deux boucles for. Donc voilà la boucle for de i égale à 0 jusqu'à l'avant-dernier élément du tableau, prénom.length -1 et plus plus. Ensuite, je vais supposer que la première chaîne, c'est le minimum. Donc min est égal à i. Ensuite, je vais commencer la comparaison à partir de i plus 1 jusqu'à la fin. Et puis, pour comparer deux chaînes de caractères, je ne veux pas mettre double égal. Donc, je vais utiliser des méthodes spécifiques comme compare to ou bien equals. Ok. Donc, if prénom de j.compare to prénom de min est inférieur à 0, c'est-à-dire si je trouve un prénom plus petit que le minimum, je vais changer l'indice du minimum qui va être égal à j. D'accord. Une fois terminé, ou bien retrouver le plus petit élément, je vais faire la permutation entre le prénom qui se trouve dans la position min et le prénom qui se trouve dans la position i. D'accord, je vais reprendre avec tous les prénoms de mon tableau. Et finalement, je vais afficher les différents prénoms dans l'ordre alphabétique. Et puis, je vais afficher les longueurs correspondantes avec prénom de i.length. D'accord. Voilà une autre solution pour retrouver ou bien pour mettre en ordre les éléments d'un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, il y a d'autres méthodes pour faire des comparaisons ou bien pour traiter des caractères et des sous-chaînes. Je commence par la méthode char@. C'est une méthode qui demande en entrée un entier i et qui retourne un caractère. Alors, cette méthode char@, permet de retourner le caractère qui se trouve à l'indice spécifié en paramètre, c'est-à-dire l'indice i. Ensuite, il y a la méthode substring qui demande en entrée un entier d, c'est le début, et qui retourne une chaîne de caractères. Donc celle-là, substring, elle permet de retourner une sous-chaîne à partir de d, de l'indice d, jusqu'à la fin de la chaîne. Ensuite, cette méthode substring a été surchargée. En fait, au lieu d'avoir un seul paramètre, j'ai ici deux paramètres. Le premier correspond à l'indice de début et f correspond à l'indice de fin. C'est-à-dire, je vais prendre la sous-chaîne entre l'indice t et l'indice f et je vais la retourner. Ensuite, il y a starts with qui demande en entrée un string préfixe. C'est-à-dire, cette méthode va renvoyer un booléen. Donc, elle renvoie true si préfixe est un préfixe de la chaîne. C'est-à-dire, est-ce que la chaîne commence par la chaîne préfixe. Ensuite, cette méthode, elle aussi a été surchargée. Là, j'ai deux paramètres. J'ai la chaîne préfixe et j'ai int d. Cette méthode va retourner un booléen qui est égal à true si préfixe est un préfixe de la chaîne à partir de d. C'est-à-dire à partir de l'indice d, est-ce que préfixe, c'est-à-dire cette chaîne-là, est un préfixe de la chaîne initiale. De la même manière, je peux retrouver si un suffixe se trouve à la fin de la chaîne. C'est-à-dire si la méthode s'appelle ends with, c'est-à-dire je vais rechercher si la chaîne suffixe se trouve à la fin de la chaîne. Si vrai, elle va retourner true. Dans le cas contraire, elle va retourner false. Voilà quelques exemples
pour l'utilisation des méthodes qu'on a vues précédemment. J'ai la chaîne S qui contient la phrase suivante, string immuable. Ensuite, je vais déclarer un caractère résultat auquel je vais affecter s.char@7, c'est-à-dire dans la chaîne S, je vais rechercher le caractère qui se trouve dans la 7e position et l'affecter à la variable résultat. Donc si je fais l'affichage de la variable caractère résultat, je vais avoir E, du moment que la lettre E se trouve dans la position 7 de la chaîne S. Ensuite, je vais utiliser la méthode substring, donc s.substring de 7. Donc je vais retourner une sous-chaîne à partir de l'indice 7 jusqu'à la fin de la chaîne S. Donc là, à partir de 7, je vais afficher et immuable. Voilà, elle va afficher et immuable. Ensuite, je vais faire s.substring, je vais afficher la sous-chaîne allant de l'indice 7 jusqu'à l'indice 9. En fait, le 10 n'est pas inclus dans la chaîne. D'accord? Donc, elle va afficher EST, le E. Donc, le caractère de l'indice 10 n'est pas inclus dans la sous-chaîne. Ensuite, je vais déclarer la chaîne ST de type string et je vais lui affecter la chaîne EST. Après, je vais déclarer deux variables booléennes, test1 et test2. Dans la chaîne test1, je vais mettre le résultat de l'instruction suivante, s.startsWith st. C'est-à-dire, je vais chercher est-ce que la chaîne S commence par la chaîne EST. Donc, le résultat va être false. Et puis, dans la variable test2, je vais mettre le résultat de s.startsWith st à partir de l'indice 7. C'est-à-dire, est-ce que la chaîne S commence par EST à partir de l'indice 7. Et là, ça va donner true. Ensuite, pour test 1, je vais mettre s.endsWith, c'est-à-dire je vais vérifier est-ce que la chaîne S se termine par immuable. Donc le résultat va être true parce que la chaîne S se termine effectivement par le mot immuable. Ensuite, il y a test 2, je vais mettre s.endsWith immu. Donc là, ça va donner le résultat false parce que la S se termine par la chaîne immuable en entier. Ensuite, il y a des méthodes pour faire des conversions et des méthodes de remplacement. Il y a la méthode toLowerCase, c'est une méthode qui permet de retourner une chaîne égale à la chaîne convertie en minuscule. C'est-à-dire je vais convertir une chaîne en minuscule. Il y a la méthode toString qui permet de convertir une chaîne de caractères vers le type string. Il y a la méthode toUpperCase qui permet de convertir une chaîne en majuscule. Il y a la méthode trim qui permet de retourner une chaîne égale à la chaîne sans les espaces de début et de fin. Donc elle va enlever les espaces qui se trouvent au début de la chaîne et les espaces qui se trouvent à la fin de la chaîne. Mais les espaces qui se trouvent au milieu de la chaîne, à l'intérieur, ne vont pas être effacés. Il y a la méthode replace et replace all qui permet de remplacer un caractère par un autre. Donc nous allons voir des exemples. La méthode string, la méthode ou bien la variable. Nous allons voir quelques exemples. Je vais déclarer la variable str de type string et que je vais lui allouer la mémoire et l'initialiser à la chaîne salam à tous. Ensuite, je vais essayer de faire la conversion en minuscule. Donc str.toLowerCase. Donc l'instruction va m'afficher salam à tous et toutes les lettres seront en minuscule. Ensuite, il y a str égale à new string salam à tous. Je vais ajouter des espaces au début et à la fin de la chaîne. Lorsque j'utilise str.trim et j'affiche le résultat, ça va afficher salam à tous en supprimant les espaces de début et de fin.
Après, il y a l'instruction suivante, salam.replace a, E. Donc cette instruction permet de remplacer la lettre A, toutes les occurrences de la lettre A par la lettre E. Ensuite, il y a les méthodes suivantes. Il y a la méthode copy value of qui permet de convertir ou bien de construire une variable string à partir d'un tableau de caractères. Donc elle demande en entrée un tableau de caractères et il va retourner une variable de type string. De la même manière, cette même méthode a été surchargée. Là, elle demande le tableau de caractères et puis à partir de quel indice je souhaite récupérer un string et puis je vais donner le nombre de caractères que je souhaite traiter. Ensuite, il y a la méthode getBytes qui demande en entrée une chaîne de caractères et qui retourne un tableau de bytes. Elle permet de convertir une chaîne en tableau de bytes. Je vais entrer une chaîne de caractères et retourner un tableau. Ensuite, il y a getChars. Cette méthode permet de copier les caractères de la chaîne dans le tableau en paramètres. D'accord? Donc je vais avoir une chaîne de caractères et je vais copier son contenu dans un tableau, c'est le tableau d'est. Donc au début, je vais entrer l'indice du premier caractère de la chaîne que je souhaite copier. Et puis je vais entrer aussi l'indice du dernier caractère que je souhaite copier. Et puis le tableau, c'est le vecteur destination. Et finalement, à partir de quel, c'est-à-dire l'offset de début, c'est-à-dire destination begin, c'est l'offset de début dans le vecteur destination. Ensuite, il y a la méthode toCharArray qui permet de convertir une chaîne de caractères en un tableau de caractères. Voilà quelques exemples. Je vais déclarer une variable tab de type tableau de caractères. Je vais mettre les différents caractères suivants, compile en ligne. Ensuite, je vais déclarer une chaîne de caractères str et je vais utiliser la méthode copyValueOf. Alors, je vais mettre string.copyValueOf. Je vais mettre le tableau, d'accord, et puis 8,8. Alors, elle permet de retourner un string, donc cette méthode permet de retourner un string qui contient les caractères du tableau, donc les caractères du tableau tab, à partir de l'offset 8 et de longueur 8. Donc le nombre de caractères que je vais traiter, c'est 8 caractères. Donc si j'affiche str, je vais avoir la chaîne en ligne. C'est-à-dire à partir du caractère 8, je vais récupérer 8 caractères jusqu'à la fin et les mettre dans la variable str de type string. Ensuite, un deuxième exemple, je vais utiliser ou bien déclarer la variable s de type string que je vais initialiser à la chaîne cours de Java pour GI. Ensuite, je vais déclarer un tableau de caractères, un tableau T de caractères, qui est égal à new char 30. C'est-à-dire je vais allouer 30 caractères pour la chaîne ou bien pour le tableau T. L'instruction s.getChars 9,13,t,0 permet de convertir une chaîne de caractères vers un tableau. Donc là, pour les paramètres, je vais mettre 9. 9, ça veut dire c'est l'indice de début. Et puis 13, c'est en fait, je vais récupérer les caractères de l'indice 9 jusqu'à 12. Le 13 n'est pas inclus. Je vais mettre ces caractères-là dans le tableau T à partir de l'indice 0 du tableau. D'accord? Donc si j'affiche le tableau T, je vais avoir Java. Java se trouve à partir de l'indice 9 jusqu'à l'indice 12. Et puis, je vais le copier Java dans le tableau T. Ensuite, je vais faire system.out.println s.toCharArray qui permet de convertir la chaîne S vers un tableau. C'est-à-dire, je vais mettre le contenu de la chaîne S dans un tableau. Ensuite, il y a des méthodes. Il y a la méthode valueOf qui permet de retourner la représentation d'une chaîne de caractères vers soit un booléen, un caractère,
un tableau de caractères, de l'indice offset, et puis je vais mettre la taille ou bien le nombre d'octets. Je peux retourner la représentation de la chaîne de caractères vers un double, un flottant, un entier, un long ou bien un objet. En fait, cette méthode value_of a été surchargée plusieurs fois. Voilà un exemple. Je vais déclarer une variable 1 de type string et je vais lui affecter string.valueOf1. Donc cette instruction, demandons d'entrer un entier, ok, et elle va convertir cet entier-là vers une chaîne de caractères. Ensuite, il y a des méthodes qui permettent de faire la recherche dans une chaîne de caractères. Nous allons voir la méthode indexOf qui a été surchargée plusieurs fois. Dans la première méthode, indexOf int ch, cette méthode permet de retourner l'indice de la première occurrence du caractère ch. C'est-à-dire je vais rechercher le caractère ch dans une chaîne S par exemple, et je vais retourner l'indice de la première occurrence de ce caractère. Ensuite, je peux retrouver l'indice de la première occurrence de ch, du caractère ch, à partir d'une position de la chaîne dans la chaîne S. Aussi, je peux rechercher une sous-chaîne str dans la chaîne S initiale. Là aussi, je peux retrouver ou bien rechercher une sous-chaîne à partir d'une position dans la chaîne initiale. Aussi, je peux rechercher la dernière occurrence d'un caractère dans une chaîne avec la méthode lastIndexOf. Là aussi, lastIndexOf, je peux rechercher la dernière occurrence du caractère ch à partir d'un indice quelconque. Aussi, je peux rechercher la dernière occurrence d'une sous-chaîne et la dernière occurrence d'une sous-chaîne str à partir d'un indice particulier. Voilà quelques exemples. J'ai la chaîne str de type string initialisée à Salam Mohammed. Ensuite, je vais retourner l'indice du caractère m à partir de l'indice 5. En fait, m, j'ai plusieurs fois la lettre m, donc je vais retrouver ou bien rechercher l'indice de m à partir de la position 5, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc je vais utiliser l'instruction suivante, str.indexOf, la lettre m,5. Et pour le résultat, il va m'afficher 10, c'est-à-dire il va retourner l'indice de ce m. Parce que là, je recherche m en minuscule. Ensuite, je peux rechercher l'indice de l'occurrence du caractère m s'il existe et -1 sinon. Donc là, je vais utiliser l'instruction suivante, str.indexOfm, et là, il va m'afficher 4, c'est-à-dire il va m'afficher l'indice de ce m. Ensuite, je peux rechercher à partir de l'indice 5 et retourner l'indice de la première occurrence de la sous-chaîne AM, et s'il y a un problème, elle va retourner -1. Donc voilà, str.indexOf, je vais rechercher AM, c'est une sous-chaîne, à partir de l'indice 5. Donc là, elle va m'afficher le 9, c'est-à-dire à partir d'ici, AM. De la même manière, je peux rechercher une chaîne, par exemple GI, dans la chaîne STR, à partir de l'indice 2. Donc là, elle va me retourner -1 du moment que GI n'existe pas, elle ne se trouve pas dans la chaîne STR. Ensuite, je vais rechercher l'indice de la chaîne full. Donc la recherche se fait en arrière à partir de l'indice 18. Donc voilà la chaîne S, Java is a wonderful language. Et puis je vais afficher s.lastIndexOf full, 18. C'est-à-dire je vais commencer la recherche à partir de la fin. Et je vais retourner l'indice de full. Donc le résultat va être égal à 16, du moment que full se trouve dans l'indice 16. Maintenant, nous allons passer pour voir la classe string buffer.
La classe string buffer est différente de la classe string puisque les objets string buffer peuvent être modifiés. C'est-à-dire on peut changer leur contenu sans avoir besoin d'affecter le résultat à une nouvelle variable. Plusieurs méthodes importantes différencient la classe string buffer de la classe string. Donc nous allons citer quelques méthodes qui permettent de traiter les chaînes de caractères. Donc il y a la méthode length. Donc c'est une méthode qui permet de retourner la longueur d'une chaîne. Elle travaille avec la classe string et la classe string buffer. Il y a la méthode capacity. Elle va renvoyer la capacité de mémoire affectée au string buffer, c'est-à-dire combien d'espace mémoire on a alloué à la variable en question. Donc il y a la méthode ensure capacity qui demande en entrée la capacité minimale ou bien un entier qui représente la capacité minimale de la chaîne. Alors cette méthode permet de redimensionner le tableau si nécessaire de façon que la capacité minimale de la chaîne soit égale à min capacity. Ensuite, il y a la méthode setLength qui permet de changer la longueur de la chaîne. Donc je vais lui donner la taille ou bien le nombre de caractères souhaités. Ensuite, il y a des méthodes de concaténation qui sont spécifiques à la classe string buffer. On parle en particulier de la méthode append. Donc cette méthode a été surchargée plusieurs fois et cette méthode permet de faire la concaténation. C'est-à-dire je vais ajouter ce qui est entre parenthèses à une chaîne de caractères de type string buffer. Donc là, je vais ajouter un booléen à une chaîne, ajouter un caractère, un tableau de caractères, un tableau de caractères à partir de l'indice offset et de longueur len. Là aussi, je peux ajouter ou bien concaténer, ajouter à la fin un double, un flottant, un entier, un long, un objet ou bien une chaîne de caractères. Voilà quelques exemples. S1, c'est une variable de type string buffer à laquelle je vais allouer la mémoire. Donc je vais allouer 10 caractères. Okay, j'ai déterminé la capacité de la chaîne. Donc ensuite, je vais rechercher la capacité de S1 avec S1.capacity. Donc je vais mettre le résultat dans C. Donc C va être égal à 10 puisque j'ai alloué la mémoire pour 10. Ensuite, je vais retrouver ou bien je vais rechercher la longueur de la chaîne S avec l'instruction S1.length. Donc cette instruction va retourner 0 parce que je n'ai aucun caractère dans la chaîne S1, elle est vide. C'est vrai que je lui ai alloué 10 caractères, mais jusqu'à maintenant, elle est vide. Ensuite, je vais essayer de la remplir. Donc je vais faire S1.append MAR. Donc là, je vais ajouter la chaîne mar à la variable S1. Donc si je fais l'affichage de S1, je vais avoir mar. Ensuite, je vais faire S1.append OC. C'est-à-dire je vais ajouter la chaîne OC à la chaîne mar. Et finalement, lorsque j'affiche S1, je vais avoir la chaîne Maroc. Ensuite, je vais faire C égale à S1.capacity. Donc là, je vais essayer de rechercher la capacité, encore une fois, de la chaîne S1. Donc la capacité, elle est toujours égale à 10. Elle n'a pas changé. C'est ce qu'on a réservé au début. Ensuite, L égale à S1.length. Je vais rechercher la longueur de la chaîne S1 et ça va donner 5. Donc au début, elle était vide, c'était égal à 0 et maintenant, elle est égale à 5. Ensuite, je vais utiliser l'instruction suivante pour changer la longueur de la chaîne. Je vais mettre S1.setLength 2. Si j'affiche ensuite le contenu de S1, ça va donner MA. Parce que avec l'instruction setLength, j'ai gardé uniquement 2 caractères de la chaîne S1. Ensuite, je vais déclarer une deuxième chaîne S2 de type string buffer à laquelle je vais allouer la mémoire et je vais l'initialiser à la chaîne bonheur, si vous voulez. Ensuite, je vais faire S1.insert 3,J. Insert permet d'insérer un caractère à une position quelconque. Donc, je vais insérer la lettre J dans la position 3, ou bien dans l'indice 3. Donc, ça va être ajouté ici. Si
j'affiche S2, ça va donner bonjour. Après, je vais faire S2.insert 3, jour. Donc dans la position 3, je vais ajouter jour. Donc ça va être ici. Donc ça va donner pour S2 bonjour jour. Ensuite, je vais déclarer une variable, troisième variable S3, qui est un tableau de caractères. Je vais lui allouer la mémoire et je vais l'initialiser à la chaîne à tous. Donc l'instruction S2.append S3,0,6 permet d'ajouter le tableau de caractères S3 à la fin de la chaîne S2. Et puis donc le deuxième paramètre, ça veut dire à partir de quelle case du tableau je souhaite faire la copie. Et le 6, c'est pour le nombre d'éléments. Donc j'ai A tous, il y a un espace ici, donc j'ai 6 caractères. S'il y a une remarque, je vais déclarer 3 variables S1, S2, S3 de type string. La première chaîne S1 contient le mot salam, la deuxième tout le monde. Et puis dans la chaîne S3, je vais faire la concaténation de la chaîne 1 et la chaîne 2. Donc S1 plus espace plus S2. Donc les trois opérations de concaténation s'enchaînent. Donc je vais concaténer S1 avec l'espace et puis le tout avec S2. Et finalement, je vais affecter le résultat à S3. D'accord? Alors une première chaîne de caractères est créée, concaténation de S1 avec l'espace, puis une deuxième concaténation de la première chaîne et de S2. Alors si l'on n'y prend pas garde, on voit que ces opérations de concaténation peuvent mener à la création de nombreuses chaînes intermédiaires, ce qui a un coût non négligeable en calcul et en ressources mémoire, surtout si ces chaînes sont longues. Alors, pour remédier à ce problème de consommation, bien une consommation excessive des ressources, il est préférable d'utiliser la classe string buffer à la place de la classe string. Alors, pour faire le même traitement avec la classe string buffer, ça va être facile et ça ne va pas consommer beaucoup de mémoire. Alors, on va déclarer la variable string buffer SB et je vais lui allouer la mémoire. Puis je vais faire sb.append, je vais lui ajouter la chaîne S1, .append, je vais ajouter l'espace, .append S2. Donc je peux faire plusieurs concaténations dans une seule et même instruction et sans avoir besoin de se soucier des ressources mémoire. Et après, je vais déclarer S3 de type string et je vais faire la conversion sb.toString pour retrouver une chaîne de caractères de type string. Donc là, c'est comme si j'ai utilisé le type string buffer comme un intermédiaire pour faire les concaténations et finalement, je vais retourner au type string pour poursuivre mes traitements. Ensuite, nous allons parler de quelques méthodes de caractères et sous-chaînes. Alors, ces méthodes-là seront utilisées aussi avec la classe string. Nous allons commencer par la méthode char_add. C'est une méthode qui permet de retourner le caractère qui se trouve à l'indice i. Il y a la méthode substring qui permet de retourner une sous-chaîne à partir de l'indice t jusqu'à la fin. Et la même méthode substring peut être utilisée de la manière suivante. Donc, je peux mettre l'indice de la position à partir de laquelle je souhaite retourner la chaîne et puis la longueur ou bien le nombre de caractères que je souhaite récupérer. Il y a aussi des méthodes de conversion et de modification. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la méthode toString qui permet de retourner une variable de type string. Il y a aussi la méthode delete qui permet de supprimer ou bien d'enlever les caractères à partir de l'indice start jusqu'à l'indice end. Bien sûr, le dernier est toujours exclu. Et il y a aussi la méthode delete char_add, c'est-à-dire je vais supprimer le caractère qui se trouve à l'indice index. Voilà quelques exemples. La variable s de type string buffer, je vais lui allouer la mémoire et l'initialiser à la chaîne salam à vous tous.
Ensuite, je vais essayer de supprimer les caractères de l'indice 8 à l'indice 13. Donc l'indice 13, il est exclu. Donc je vais mettre s.delete 8,13. Donc elle va afficher salam à tous. Donc elle va supprimer vous. Ensuite, je peux écrire l'instruction s.delete char at 6, c'est-à-dire je vais supprimer le caractère qui se trouve à la position 6 et il va supprimer le 1.